Chers amis du PP, dimanche 14 mars, temps typique de giboulée de mars, donc une alternance de pluie froide et puis de temps en temps, comme à l'instant, le soleil fait un petit coucou. Température extérieure vers 6-7 degrés, là il est 15 heures. Ouais, 15h15. Voilà pour vous situer le cadre. Et donc, aujourd'hui, repos. Repos. Et donc, on va laisser le jardin jardiner tout seul. Et puis, on va parler de culture. Culture, pas d'agriculture, hein, pas la culture qui nous remplit le ventre, mais culture générale, parce que tout à l'heure, là, en m'occupant des nombreuses plantes d'intérieur, donc il y en a ici dans le salon, il y en a là-bas, il y en a dans des chambres. Ça, c'est le drame de s'intéresser aux plantes et au hasard de déambulation dans des jardineries ou lors de voyages, etc., de voir des choses curieuses qui me parlent. Oui, les plantes, elles me parlent. Et je ne résiste à ce type d'achat d'impulsion que vous voyez derrière moi, avec certaines des plantes, certaines sont tout à fait banales, hein, les ficus là, que j'ai bonsaïsés, ce bonsaï, cette plante dont j'ai oublié le nom, trou de mémoire, très tendance en ce moment avec ses feuilles rondes. Voilà. Et puis par terre, donc, tant que cela ne germe pas, un certain nombre de plaques de semis le long de cette baie vitrée qui profitent donc de la chaleur du plancher chauffant et donc qui germe un peu plus vite que si on laisse ça en bas, mais malgré la présence de cette lumière, très vite, hein, donc ces semis, lorsqu'ils lèvent, les plantules vont s'étioler et donc le jour même, hein, donc là tout à l'heure ce matin, j'ai descendu une plaque dans laquelle les premières tomates avaient levé pour les mettre donc en ce que j'appelle lumière zénitale, c'est-à-dire lumière qui vient par le haut, dans mes châssis dans lesquels j'essaye de maintenir comme je peux des températures positives. Donc là en ce moment, lorsque les nuits sont couvertes, ce n'est pas un problème, hein. Cette nuit, il a fait plus 1, plus 1,5 dans mes châssis et dans ma serre. Temps couvert, pluie, tempête, temps assez tempétueux, donc assez agaçant. Oui, donc culture, je disais, en faisant le tour de mes plantes, j'ai trouvé là un phénomène, une plante phénomène que je voudrais vous montrer. Peut-être un peu haute. Je vais la mettre à côté de moi sur une chaise, comme ça vous la verrez mieux. Voilà, elle va aller comme ça. Alors cette plante, elle ne paye pas beaucoup de mine, elle n'est pas ni très jolie, ni très spectaculaire, ni quoi. Hein. En plus, la mienne, elle est moche, elle a failli crever là pendant 1 ou 2 mois. Je l'avais oubliée dans une pièce froide. Et donc, elle n'a pas été arrosée. Hier, je l'ai sortie, je lui ai mis un coup d'eau. Alors, comme la plupart des plantes, comme ce que j'ai déjà essayé de vous expliquer pour le potager, ce manque d'eau chez les végétaux, chez beaucoup de végétaux, pas chez tous bien sûr, déclenche les mécanismes qui vont assurer la survie de l'espèce. Et donc là, on va faire un peu de philosophie. Installez-vous tranquillement. Si vous avez soif, prenez une petite bière, une eau gazeuse, une tisane, du champagne, si vous menez une vie de luxe.
Il faut savoir que dans la nature, les plantes comme les animaux ont plusieurs objectifs, parfois un peu contradictoires, à réaliser. Un de ces objectifs de tout organisme vivant, c'est d'essayer de survivre. Donc, essayer de survivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire assumer avec efficacité les fonctions essentielles. Pour une plante, ça tourne autour de très peu de choses. Photosynthèse, donc avoir des capteurs solaires en bon état, avoir du dioxyde de carbone, donc tant qu'elle est dans l'air, ça va, et avoir de l'eau. Alors cette plante-là, déjà, sur ce terrain-là, joue une partition un peu particulière que n'auront pas nécessairement toutes vos plantes dans le potager, c'est que c'est ce qu'on appelle une plante succulente. Les plantes succulentes sont des plantes qui ont des feuilles assez épaisses, avec souvent dedans des substances qui retiennent l'eau. Ça donne des espèces de gelées, de mucilage, tel qu'on le connaît par exemple très très bien chez l'aloe vera. Tiens, j'aurais dû les sortir, il y en a en bas dans le garage. Et vous connaissez tous l'aloe vera, qui est une plante succulente qui stocke dans ses épaisses feuilles une espèce de gelée qui, en fait, c'est de l'eau gélifiée, quoi, c'est 99% d'eau. Donc, là aussi, plante succulente qui stocke l'eau pour, en quelque sorte, assurer sa survie. Ça, c'est l'objectif de base de tout être vivant. Se rajoute la tendance de la grande majorité des espèces qui est de se reproduire, sachant qu'un être vivant est mortel. Cette plante, elle a une certaine durée de vie et puis elle est censée mourir, comme je suis censé mourir. Donc, tout organisme vivant va mourir. Un jour, je philosopherai, mais aujourd'hui, on va dire qu'il fait trop beau. La mort est la condition nécessaire à la vie. Et il n'y a pas de vie sans mort. On peut le résumer très simplement. Imaginez, il y a 3,4 ou 3,7 milliards d'années, lorsque la première sorte de bactérie primitive est née dans ce qu'était alors le globe terrestre, donc dans de l'eau. Si elle avait obstinément refusé de mourir, la vie ne se serait jamais déployée. Donc c'est la mort de la première bactérie, on va dire que c'est une bactérie, même si ce n'est pas tout à fait vrai, qui, en donnant 2 bactéries, qui en ont donné 4, qui en ont donné 8, et qui en ont donné 16, et ainsi de suite. Et au bout de ce processus, un beau jour, il y a eu un raté. Il y a eu des dizaines, des milliers de ratés, les fameuses mutations, les fameux mutants. Et voilà que parmi ces milliers de mutants, il y en a un qui était un peu plus perfectionné que la première bactérie initiale, qui, lui, s'est développé de plus en plus. Et voilà que dans ses descendants, il y en a des nouveaux, des mutants, des milliers de mutants. Plusieurs milliers de ces mutants étaient vraiment des ratages totaux et ont fini dans les poubelles de l'histoire. Et puis, de nouveau, une nouvelle espèce. Je résume de façon très schématique, mais sans le cycle mort-renaissance et multiplication des organismes, il n'y aurait pas eu l'évolution. Et par conséquent, donc, cette plante est destinée à mourir. Dans le vivant, l'unité de base, ce n'est pas la plante. Le vivant ne compte pas. Non, ça y est, Sky, il me fait un numéro, là. Tu ne t'attaques pas à mes semis. Hein. Et donc, sans mourir,
Et sans la reproduction, il n'y aurait pas d'évolution et pas de création de nouvelles espèces. Et en tout cas, il n'y aurait pas l'homme. L'homme est né d'un ancêtre commun, alors je ne sais plus si c'est Cro-Magnon, Néandertal, etc. Néandertal est mort, a dégagé de la place, et Homo sapiens a trouvé sa place et a pu prospérer. Actuellement, il prospère. Il prospère peut-être de trop, et donc peut-être qu'un de ces quatre, il va suivre le chemin de Cro-Magnon, de Néandertal, et peut-être que dans 500 000 ans, sans doute, ne trouvera-t-on plus que des fossiles de l'être humain, donc de ce que nous avons été, cette brillante civilisation que nous avons été. Je reviens à ma plante. Donc, elle doit assurer sa survie, en tout cas suffisamment pour pouvoir se reproduire. Parce que si si celle-là crève, ce n'est pas un problème, hein, je parle d'une façon générique. Si toutes les plantes de son espèce n'étaient pas capables d'assurer leur survie suffisamment longtemps pour se reproduire, ce serait la fin. Et donc intervient la troisième règle, la troisième loi à laquelle un organisme doit satisfaire, c'est de se multiplier, donc pour assurer la pérennité de l'espèce et pour assurer une tendance lourde qu'on rencontre dans le vivant, quelle que soit la forme du vivant, une tendance très lourde qui consiste à essayer de conquérir de plus en plus d'espace, si possible, toutes les niches qu'offre l'espace accessible. Alors des fois c'est des continents, des fois c'est des zones géographiques plus réduites ayant des particularités absolument nécessaires à une plante. Cette plante-là, si elle n'était pas dans mon salon, n'a aucune chance chez nous. Elle vient du sud-ouest, je crois, de Madagascar, et elle est extrêmement frileuse. En dessous de... Dès qu'on frise les 0 degrés, elle est cuite, mais alors cuite comme un épinard. Et elle ne s'en remet pas. Par contre, elle résiste à une sécheresse. Là, je l'ai oubliée donc pendant 2 mois sans l'arroser. Ça ne lui pose aucun problème. Hier, je l'ai trempée et elle est de nouveau tout à fait fraîche. Donc, dans son milieu, c'est-à-dire, il ne gèle pas, il peut faire sec pendant 4 mois, je m'en fous, pourvu que la pluie revienne, et à ce moment-là, j'en profite, cette plante est à l'aise. Et donc, elle va essayer de satisfaire la troisième exigence du vivant, qui est de se reproduire et de se multiplier. Et alors là, cette plante est géniale. Cette plante est un génie absolu. Ah non, mais à côté, les tomates, nos haricots, nos salsifis, tout ce que vous voulez, sont absolument lamentables, d'un manque de créativité, d'un manque de pertinence hallucinant. Alors cette plante, elle combine deux tendances lourdes des végétaux, là je parle végétaux, pour se reproduire, se multiplier, envahir l'espace. Le premier élément, c'est la première façon de faire ça, c'est la multiplication de type végétative, donc ce qu'est un clonage. Alors ça prend différentes formes. Vous connaissez le fraisier qui fait un stolon, le stolon s'enracine, devient un fraisier, lui fait un stolon qui s'enracine, etc. Génétiquement, on est dans du clonage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recombinaison des gènes pour une raison très simple, c'est en fait la même plante qui se prolonge. Vous connaissez le bouturage, vous coupez, tiens, il a crevé, un ficus que j'avais bouturé, coupé une branche, mis en terre, ce ficus, si je n'avais pas oublié de l'arroser, serait l'exact descendant génétiquement un clone à l'identique de la plante qui est là-bas.
Ça se fait par éclatement de souche. Donc ici, par exemple, j'ai ces capillaires qui sont les descendants de ma belle capillaire là-bas, dont j'ai juste détaché des morceaux de rhizome et mis dans ce pot. Ce sédum est une bouture et je continue comme ça. Cette plante-là se bouture très très facilement. Je ne comprends pas qu'elle vaille cher en jardinerie. Ça se multiplie comme une mauvaise herbe. Reproduction végétative, reproduction à l'identique ou multiplication à l'identique, génétiquement parlant, d'une plante. Alors cette plante-là, elle a un mécanisme qui est tout à fait stupéfiant. Je l'ai un peu trop secoué, mais quand même. Sur le bord de ces feuilles, vous avez des sortes de nervures, et sur ces nervures se développent des plantules complètes. Donc une mini-plante. Alors en très grand nombre, parce que là, malheureusement, ça tombe quand je bouge. Mais là, j'ai donc en main une plantule toute prête qui a déjà ses racines là-dessus. Donc les bébés, mais bébés au sens identique, hein, bébés clones, pas comme nos bébés à nous. Moi, mes enfants, ils sont moitié de ma génétique et moitié de la génétique de ma femme. Donc mes bébés, mes enfants, ne sont pas une reproduction de moi. C'est une nouvelle création que nous avons fait avec ma femme. Là, il s'agit de bébés à l'identique, donc de clones, tout près. Et dès que ça tombe sur le sol, et il y en a qui poussent comme ça, n'importe où, là-bas, je filmerai tout ça en gros plan, ces bébés permettent donc une reproduction. Et alors ici, sous le pot, c'est une véritable forêt vierge de toutes ces plantes, dont une partie ont trouvé de la place pour se développer. Hein. Donc quand ils tombent au sol, ils sont tout prêts à partir. Alors là, je dis chapeau, hein, parce qu'une de ces plantes, elle fait comme ça des centaines et des centaines de plantes qui vont la remplacer. Ça va même plus loin, parce que si je vais là-haut sur ces inflorescences, hein, ces groupements de fleurs, et bien là-haut, aux endroits où il n'y a pas d'inflorescence, il y a des petits bébés de plantes partout. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc cette plante, elle a pigé, mais alors comme aucune plante que je connais ici n'a pigé, la nécessité absolue de se multiplier en grand nombre pour envahir le plus d'espace possible. Alors vous allez vous dire, mais ça c'est génial, hein, cette capacité de se reproduire comme ça en très grande quantité à l'identique. Je pense que c'est le fantasme de pas mal de gens ou sans doute de dictateurs, etc. Donc, ben non, pas du tout. Parce que figurez-vous que se reproduire comme ça en grand nombre à l'identique, c'est une très grande fragilité. Imaginez que Madagascar, puisqu'elle vient de Madagascar, soit envahie de tous les clones de cette plante, tous identiques. Imaginez que je ne sais pas quelle maladie, on va dire que l'oïdium de cette plante trouve la clé pour s'attaquer et ravager cette culture. Un pied d'oïdium, enfin un pied de cette plante quelque part infecté par une souche d'oïdium qui a trouvé la façon de se faufiler là-dedans, et l'ensemble du peuplement de Madagascar est extrêmement sensible et va disparaître. Cette plante a une légère toxicité, donc presque toutes les plantes
qui sont, enfin, souvent les plantes qui sont succulentes, c'est-à-dire qui regorgent de réserves d'eau, dans les zones arides ont un problème énorme, c'est que n'importe quel animal va vouloir se désaltérer et, bouffer les feuilles. Et donc souvent, ces plantes ont ont développé au cours de leur évolution des moyens chimiques de défense. Alors ça peut être des produits simplement désagréables, amers, immangeables, irritants, qui te font rougir la bouche, jusqu'à des molécules extrêmement toxiques. Et cette plante est relativement toxique pour sans doute défendre ses racines. Donc imaginez qu'à Madagascar, il y a une souche de lapin. Le petit lapin a quand même un tout petit peu envie de grignoter ça, blam, mort. Et vous imaginez ça sur 10 000 ans. Un beau jour, un lapin qui aura une petite mutation, qui aura développé une enzyme dans son estomac qui permet de digérer plus vite cette toxine avant qu'elle n'ait plus eu le temps d'empoisonner son sang. Et voilà pas qu'il y a une espèce de lapin mangeur de cette plante, comme c'est toutes les mêmes génétiquement dans toute l'île. Ben vous imaginez très vite des milliers de lapins et la plante se fait ravager. Donc, l'homogénéité génétique, qui est d'ailleurs la base de nos cultures intensives, des hybrides, etc., dans les champs de blé, expose les plantes à un grand risque s'il y a un changement. Autre changement qui arrive dans l'histoire de la Terre, pas à l'échelle d'un homme, c'est la dérive des continents, des plaques qui bougent. Vous savez sans doute que l'Afrique s'emboîte dans l'Amérique au niveau du Brésil et qu'il y a, alors je ne me souviens plus, quelques centaines de millions d'années, c'était le même continent, un bloc unique, et que maintenant les continents dérivent, l'Afrique se sépare de l'Amérique du Sud, l'Australie remonte vers l'Indonésie, dans, je sais pas, dans 30 millions, 50 millions d'années, elle va percuter les Philippines, le pays qui était aride sera extrêmement humide, et si les organismes vivants n'ont pas de la variabilité génétique, ils restent figés. Et ils ne pourront pas s'adapter. Donc à l'échelle géologique, là on raisonne en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers, en millions d'années, la variabilité génétique est absolument nécessaire. Alors, c'est là que cette plante est absolument formidable, parce que, outre son mécanisme de multiplication végétative, donc allithantique, de clonage, très rapide, très performant, en très grand nombre, elle a aussi des fleurs. Parce que donc, l'évolution qui est intervenue au niveau du vivant pour donner de la variabilité génétique, c'est la sexualité. Chez les plantes, c'est en particulier donc l'apparition des fleurs, et le fait que le pollen d'une plante va féconder le pistil, alors des fois c'est sur la même plante, c'est des plantes autogames qui se fécondent elles-mêmes, ou passe d'une plante sur une autre plante, ce sont les plantes dites allogames, c'est-à-dire à fécondation croisée. Et du coup, la graine qui apparaît à l'issue de ces fleurs, après fécondation, ne sera plus le descendant direct, le clone exact de cette plante, même si elle va bien entendu ressembler à cette plante. De même que mes enfants me ressemblent, ils sont des hommes, on va dire, de race, bon, faisons pas de racisme, de race que je suis, la race que je suis, la race de Racaille, de Fada. Donc ils sont de cette race-là, mais ils sont différents. Aucun de mes enfants
n'est égal strictement à moins. Et donc, cette plante, elle conjugue les deux formes de reproduction à une très large échelle, parce que comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup de ces clochettes. Donc, elle va aussi produire un grand nombre de descendants, où elle est en capacité de produire, parce que chez moi, je pense que donc chez nous, il doit manquer quelque chose, ou alors j'en ai pas assez, ou je n'ai pas fait assez attention. Il ne me paraît pas certain que ça se féconde, mais disons, elle a la possibilité dans son pays, dans ses conditions, d'une multiplication en donnant des descendants qui seront génétiquement différents de la plante mère. Et donc vous avez là sur une plante l'ensemble des mécanismes de la botanique qui sont représentés à un niveau de performance, parce que des fois c'est un tout petit peu, beaucoup de plantes ont des fleurs, mais on peut quand même les bouturer, mais enfin il faut les chouchouter. Dans la nature, elles ne se bouturent pas, l'homme y arrive avec des hormones végétales, etc. Elle a tout et elle se débrouille toute seule pour les devoirs. On va terminer, et puis je vous donnerai quand même son nom. Au niveau des plantes, ce que je viens de vous dire, donc cette multiplication par clonage à l'identique avec cette fragilité que présente cette très grande homogénéité génétique, nous la connaissons. Je l'ai évoqué dans une vidéo précédente à propos de l'ail. J'ai évoqué le cas des pommes de terre et d'un certain nombre de plantes qui, en reproduction végétative, vont colporter les maladies acquises par le pied mère. Il n'y a pas de rupture et par conséquent, ces plantules, si cette plante a une maladie, auront la maladie. Alors que lorsqu'il y a reproduction par graine, à un moment donné, vous le savez peut-être, on passe de cellules à 2 N chromosomes à des cellules très très spéciales, celles qui vont donner chez l'homme les spermatozoïdes, chez la femme les ovules, donc des cellules à N chromosomes qui ont des mécanismes très particuliers. En général, ça coupe le sifflet aux transmissions de virus, etc. Les virus savent se transmettre dans les cellules à 2 N chromosomes, mais en général, la sexualité est une rupture. Vous allez me dire, oui, mais des mamans qui ont séropositives, qui ont le virus, l'ont donné parfois à leurs enfants, etc. Ça existe, mais ce sont des contaminations ensuite du bébé intra-utérine. Ça ne veut pas dire que l'œuf qui s'était formé par la fusion du spermatozoïde et de l'ovule était contaminé. Là aussi, parce que le vivant est toujours très compliqué, certain nombre de maladies qui arrivent à franchir cette barrière de la sexualité. Mais donc, sexualité, on rebrasse la génétique et on coupe le lien, le cordon avec la plante précédente. Dans le cas de reproduction végétative, on coupe aussi le cordon, le fraisier dont j'ai parlé qui donne un autre fraisier, sauf que avant même qu'il ne soit autonome et que le cordon se coupe, les virus se sont déjà installés. Votre pomme de terre, issue du pied malade de l'an dernier, que vous avez mis de côté comme plant, que vous allez mettre en terre, le virus qui était dans le plant mère, il est dans la pomme de terre, il a passé l'hiver au cajot et maintenant il va se retrouver dans votre plant. Voilà. Terminons. Vous voyez que cette histoire est tout à fait symbolique de deux
tentation extrême. Se reproduire à l'identique, donc en quelque sorte le conservatisme. Dangereux. Dangereux parce que s'il y a un changement qui intervient, les conservateurs ne pourront pas bouger. Et à l'autre extrême, c'est le changement permanent, ce qui pose d'autres problèmes que je n'ai pas encore évoqués. Si on recombine en permanence, imaginons une variété, donc une plante remarquable qui a trouvé par hasard une combinaison extraordinaire et qui ne sait pas se reproduire par voie végétative. Elle va tout brouiller au niveau de la reproduction végétative. Je vais prendre un exemple très simple que tout le monde peut vérifier. Prenez la cerise Burla, très belle Burla. La cerise Burla a été repérée par le soldat Burla. C'est une création de la nature, un hasard. Parmi les millions de cerisiers sauvages qui se trouvent dans les prairies, partout, le long des forêts, le long des clôtures, des oiseaux ronchiers, des cerises, des pépins, et bien un jour, c'était le jackpot, c'était Euromillion. Il y avait là un arbre qui était un sauvageon et qui fait des cerises magnifiques. Et le soldat Burla, il passe par là, il avait juste les yeux ouverts. Il dit, oh, il goûte. Oh putain, une cerise comme ça je n'ai jamais vu. Et comme il était agriculteur et que dans les milieux agricoles, on sait, à l'époque, on savait, peut-être pas lui, mais son père ou le vieux, c'est souvent les vieux qui savaient greffer, et on savait reproduire les variétés, et donc il a tout simplement eu le mérite de repérer cette cerise et de la multiplier. Il n'a pas gagné il n'a rien gagné du tout, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de brevet et il n'y avait pas de variété déposée, etc. Il a juste une rue qui porte son nom dans son village d'origine. Voilà pour la cerise Burla, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous mettez un noyau de Burla en terre, il y a de fortes chances que vous obteniez des cerises telles que celles que vous connaissez le long des balades, des petits cerisiers qui font des petites cerises qui parfois sont délicieuses, mais enfin qui ne sont pas une grande, belle, juteuse, goûteuse Burla. Et donc, la Burla est aujourd'hui reproduite dans le monde entier comme des clones de l'arbre initial identifié par le soldat Burla. Et on peut même dire que tous les Burlas du monde entier sont encore des morceaux de cet arbre initial éclatés en autant de morceaux qui poussent sur des porte-greffes à travers le monde. Et donc la sexualité pose un énorme problème, c'est que quand il y a une avancée spectaculaire, la génération suivante s'est perdue. Donc d'un côté, c'est le bordel permanent avec des créations en permanence, mais aucune stabilité, tout repart en couille à la génération d'après. Dans l'autre, c'est le conservatisme à l'identique, mais s'il y a quelque chose qui change, une inaptitude totale à évoluer, et sans doute que cette plante est symbolique du juste milieu, c'est-à-dire l'un est utile, l'autre est indispensable, et les deux ensemble sont sans doute la bonne solution. Alors, je ne vous ai pas donné le nom de cette plante. Donc, elle porte en fait deux noms. Le nom, on va dire, botanique, qui s'impose actuellement du fait de classement des plantes dans des familles homogènes, etc., et Kalanchoe d'Egromontiana. Alors, Kalanchoe, c'est une vaste famille de plantes, dont certaines ornementales que vous trouverez aisément dans les jardineries, originaires de l'hémisphère sud de l'Afrique et donc Madagascar, etc. Elle porte un autre nom, donc, qui est un synonyme qui en dit long sur ce mécanisme, c'est Bryophyllum. Bryophyllum,
vous retrouvez la racine brionne, qu'on retrouve dans embryon. Hein. Embryon, c'est quoi? C'est un organisme à l'intérieur, embryon. Donc là, brio, petit, hein, généré, un petit, phylum comme chlorophylle, hein, qui est donc la feuille. Et donc bryophyllum veut tout simplement dire la plante qui produit ses petits sur le bord de ses feuilles. Je ne vous ai pas dit que ces petits bébés tout prêts à s'installer quelque part s'appellent des propagules. Oh, j'ai un doute maintenant, propagule ou propergule, je vous l'incrusterai. Donc, oui, là, tout à coup, je ne sais pas pourquoi je me mets à hésiter comme ça. Voilà. Et Degromontiana est sans doute le nom donné en honneur d'un certain monsieur Degromont que je ne connais pas, dont je ne connais pas les mérites particuliers. Mais à un moment donné, vous savez que alors certains explorateurs, inventeurs, très imbus d'eux-mêmes, s'attribuaient le nom, la possibilité de donner son nom à une plante. Hein. Donc, Monsieur de Bougainville a ramené des plantes qu'on appelle des bougainvilliers, etc. Mais des fois aussi, c'est des collègues, le pauvre explorateur, il chopait une malaria qu'on ne savait pas traiter à l'époque, et donc forme mortelle du paludisme, et il y passait, quoi. Et donc son collègue qui, 15 jours plus tard, trouvait une plante qui n'avait jamais été décrite, était sympa et lui donnait le nom à la plante qu'il venait de trouver. Donc des fois, c'était aussi un hommage. C'était soit moi, monsieur Degremont, voyez-vous, je vous présente cette magnifique plante que j'ai moi-même nommée, n'est-ce pas, Coloncoe Degromontiana, en nom de moi-même. Donc ça, c'était possible. Il y avait des fatas comme ça. Et puis, ça pouvait aussi être tout simplement, donc, au moment de son enterrement, un hommage d'un de ses collègues. Voilà, un petit parcours dominical. Hein. Donc, il ne me reste plus qu'à filmer les gros plans pour vous insérer tout ça. Je vais vous envoyer ça. Donc, voilà, ça vous aura peut-être plu ou pas plu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne cherche pas à plaire. Allez, ciao.